Il y a quelque chose que personne ne veut entendre, quelque chose que beaucoup de femmes ressentent dans leur ventre depuis des semaines, parfois depuis des mois, mais qu'elles n'osent pas nommer à voix haute, ce sentiment étrange que quelque chose a changé, que ton homme n'est plus tout à fait là, que ses yeux regardent ailleurs, que ses yeux regardent ailleurs, que ses mains se posent moins souvent sur toi, que ses sourires sont devenus rares et que ses absences elles, sont devenues de plus en plus fréquentes. Tu sais de quoi je parle. Tu le sais parce que tu l'as ressenti. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que quelque chose en toi cherche une réponse que tu n'arrives pas à formuler seul. Je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute, et depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes et des femmes dans les moments les plus douloureux de leur vie intérieure. J'ai écrit sur la pleine conscience, sur l'estime de soi, sur les émotions, mais aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que les gens évitent dans les livres de développement personnel parce qu'il fait trop mal. Je veux parler de l'infidélité masculine, des signes psychologiques qui la précèdent et surtout de ce que toi, en tant que femme, tu peux faire avec cette information pour ne pas perdre le contrôle de ta propre vie. Parce que voilà ce que je veux que tu comprennes dès maintenant. Tu n'es pas en train de regarder une vidéo sur la jalousie pathologique. Tu n'es pas une femme paranoïaque qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Tu es une femme intelligente, sensible, qui a développé au fil des années une capacité d'observation extraordinaire et cette capacité, la science la confirme. Les femmes perçoivent les changements émotionnels et comportementaux de leurs partenaires avec une précision qui dépasse largement celle des hommes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie, c'est de l'évolution et c'est un pouvoir que tu dois apprendre à utiliser, pas ignorer. Alors reste avec moi. Ce que je vais te partager aujourd'hui va peut-être te faire mal. Certaines choses vont résonner de façon inconfortable. Certaines choses vont résonner de façon inconfortable. Mais je préfère te donner la vérité avec bienveillance que te laisser dans le confort d'un mensonge qui te détruit lentement. Parce que la vérité, même douloureuse, libère, et toi tu mérites d'être libre. Imagine une matinée ordinaire, tu te réveilles à côté de lui, il est déjà sur son téléphone, il ne te regarde pas, il dit bonjour d'une voix plate comme s'il répondait à un message automatique, tu prépares le café, il mange en silence. Tu essaies de parler d'une chose banale, le week-end prochain, les enfants, une facture à payer. Il répond par monosyllabe, et puis il part au travail sans vraiment t'embrasser, juste un effleurement sur la joue, comme on pose un timbre sur une enveloppe. Et toi, tu restes là, dans ta cuisine, avec ton café qui refroidit et cette sensation dans la poitrine que quelque chose ne va pas, que quelque chose a changé, que vous n'êtes plus sur la même planète. Ce moment, des milliers de femmes le vivent chaque matin. Des femmes de 45 ans, de 50 ans, de 55 ans, des femmes qui ont construit une vie, élevé des enfants, soutenu un homme dans ses projets professionnels, traversé des crises ensemble, des femmes qui pensaient que leur couple était solide, des femmes exactement comme toi. Et ce que je veux que tu saches, c'est que ce moment de silence dans la cuisine, ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste la fatigue, ce n'est pas juste le stress du travail, ce moment est souvent le premier signal d'une rupture émotionnelle qui, si elle n'est pas identifiée et traitée, peut conduire à quelque chose de beaucoup plus grave. Et je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Mais avant, je veux que tu fasses quelque chose pour toi. Si cette vidéo te parle, si tu sens que ce que je dis touche quelque chose de réel dans ta vie, abonne-toi à cette chaîne maintenant. Pas parce que les algorithmes me font plaisir, même si franchement ça aide un peu, mais parce que je publie régulièrement des contenus basés sur la psychologie clinique, sur les neurosciences des émotions, sur les relations humaines, et tout ça dans un langage que tu peux vraiment utiliser dans ta vie de tous les jours. Clique sur la cloche. Rejoins cette communauté de femmes qui ont décidé de comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie émotionnelle. Tu ne le regretteras pas. Maintenant, parlons sérieusement, parlons de ce qui se passe dans la tête d'un homme qui commence à s'éloigner. Parce que l'infidélité ne commence pas dans un lit,
Elle commence dans la psychologie, elle commence dans des pensées, dans des glissements progressifs, dans des micro-décisions que l'homme lui-même ne reconnaît pas toujours consciemment. Et c'est exactement pour ça que c'est si difficile à détecter et si douloureux à accepter quand on le voit. Enfin, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la psychologie masculine. Les hommes ne parlent pas de leurs conflits intérieurs de la même façon que les femmes. Là où une femme va chercher du dialogue, de la connexion, de la verbalisation, un homme va souvent se retirer, se fermer, créer de la distance physique et émotionnelle. Ce n'est pas de la malveillance, c'est souvent de l'incapacité émotionnelle, mais le résultat pour toi, c'est le même. Tu te retrouves face à un mur et face à ce mur, tu commences à douter de toi-même. Et c'est là que le danger commence vraiment, pas dans son comportement à lui, dans ta réaction à toi. Parce que quand une femme commence à douter d'elle-même, quand elle commence à se demander si elle est encore désirable, si elle est encore intéressante, si elle est encore aimable, elle entre dans une spirale qui l'affaiblit. Et cette faiblesse, elle se voit, elle se ressent et elle crée exactement la dynamique que tu voulais éviter. Alors je vais te donner les 5 signes psychologiques que les chercheurs en sciences du comportement et les cliniciens comme moi observent chez les hommes qui sont en train de s'éloigner émotionnellement, souvent avant même qu'une infidélité physique n'ait lieu, parce que si tu peux identifier ces signaux tôt, tu as encore le pouvoir d'agir, tu as encore le choix. Et le choix, c'est le pouvoir. Le premier signe, c'est ce que j'appelle la désynchronisation émotionnelle. Dans un couple qui fonctionne bien, il existe une sorte de rythme commun. Vous riez des mêmes choses, vous réagissez de façon similaire aux événements. Quand quelque chose de triste arrive, vous vous rapprochez. Quand quelque chose de joyeux arrive, vous le partagez et cette synchronisation émotionnelle est l'un des indicateurs les plus puissants de la solidité d'un couple et c'est l'un des premiers à disparaître quand quelque chose ne va pas. Quand un homme commence à investir émotionnellement ailleurs, que ce soit dans une relation avec une autre personne ou simplement dans une fantasmagorie, il commence à se désynchroniser de toi. Il rit à des blagues que tu ne comprends pas, il est ému par des choses qui ne le touchaient pas avant, il réagit de façon disproportionnée à des situations ordinaires, soit avec une irritabilité inexplicable, soit avec une irritabilité inexplicable, soit avec une indifférence totale là où il aurait normalement réagi. Et toi, tu sens cette désynchronisation, tu la sens comme un décalage horaire émotionnel. Vous êtes dans la même pièce, mais vous n'êtes plus dans le même monde. Ce que la recherche en psychologie des couples, notamment les travaux de John Gottman, qui est l'un des chercheurs les plus sérieux sur le sujet, montre clairement, c'est que cette désynchronisation émotionnelle précède la rupture physique ou affective dans la grande majorité des cas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme. L'homme qui commence à s'éloigner investit son énergie émotionnelle ailleurs et il n'en reste plus assez pour maintenir la connexion avec toi. Maintenant, voici ce que je veux que tu retiennes de ce premier signe. Ce n'est pas ta faute si tu ressens ce décalage. Ton cerveau féminin est câblé pour détecter les variations émotionnelles dans ton environnement social. C'est une compétence. Mais le danger, c'est de l'interpréter comme un défaut en toi, de te dire que si tu étais plus intéressante, plus drôle, plus séduisante, il serait plus présent. Non, ce n'est pas ça. La désynchronisation émotionnelle est un symptôme de quelque chose qui se passe en lui, pas en toi. Le deuxième signe psychologique, et celui-là, il est particulièrement insidieux, c'est ce que j'appelle la réduction de la transparence. Dans un couple sain, il existe un niveau de transparence naturelle, pas une surveillance mutuelle, pas un accès illimité à chaque pensée, mais une ouverture fondamentale. On parle de sa journée, on mentionne les gens qu'on a vus, on partage les petites choses du quotidien sans y penser. Cette transparence n'est pas un effort conscient. Elle est le signe d'une intimité véritable. Quand un homme commence à réduire cette transparence, c'est souvent le premier comportement observable qui précède une infidélité. Il ne parle plus de certaines personnes.
Il change de sujet quand certains noms sont mentionnés. Il met son téléphone face vers le bas sur la table. Il sort de la pièce pour répondre à certains appels. Il efface ses historiques de messages. Ces comportements, pris isolément, peuvent sembler anodins. Ensemble, ils forment un tableau clinique très clair. Je veux être honnête avec toi sur quelque chose. J'ai accompagné en thérapie des dizaines de couples où l'un des partenaires avait développé cette réduction de la transparence. Et dans la quasi-totalité des cas, l'autre partenaire, presque toujours la femme, avait déjà remarqué ces changements. Elle les avait remarqués, mais elle s'était dit que c'était son imagination, qu'elle était trop sensible, qu'elle ne voulait pas créer des problèmes. Elle avait ignoré son propre signal d'alarme intérieur. Et c'est cette ignorance-là qui lui avait coûté le plus cher, pas le comportement de son partenaire. Donc, si tu vois cette réduction de la transparence, ne l'ignore pas. Ne te dis pas que tu es paranoïaque. Demande-toi plutôt avec calme et sans accusation ce que ce changement de comportement signifie vraiment. Et demande-toi surtout ce que toi tu veux faire avec cette information. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je décris? Est-ce que tu as vécu ce moment où tu as remarqué quelque chose et tu t'es dit que tu exagérais? Je veux que tu saches que tu n'exagérais pas. Et je veux que tu continues à regarder parce que ce que je vais te dire dans quelques minutes pourrait changer complètement la façon dont tu vis ta relation et surtout la façon dont tu te perçois toi-même. Le troisième signe, c'est ce que les psychologues appellent la réévaluation comparative. Et celui-là, il est particulièrement douloureux parce qu'il se manifeste directement dans la façon dont il te parle ou plutôt dans la façon dont il ne te parle plus. La réévaluation comparative, c'est quand un homme commence à comparer sa partenaire actuelle à une autre personne, réelle ou imaginaire, de façon défavorable. Parfois, cette comparaison est explicite. Il dit des choses comme ma collègue, elle comprend ce genre de choses où une femme de ton âge devrait savoir comment gérer ça. Ces commentaires semblent anodins, mais ils sont en réalité le signe d'une dévaluation progressive. Mais souvent, la réévaluation comparative est implicite, elle ne se dit pas. Elle se vit dans une attitude de légère condescendance, dans un sourire un peu moqueur quand tu parles, dans une façon de ne plus vraiment écouter ce que tu dis, comme si tes mots n'avaient plus tout à fait le même poids qu'avant. Comme si toi, tu t'avais perdu de la valeur à ses yeux. Et voilà ce que je veux que tu comprennes sur ce mécanisme. Ce n'est pas toi qui as perdu de la valeur. C'est lui qui a perdu la capacité de te voir correctement. Parce que quand un homme entre dans une dynamique d'infidélité émotionnelle ou physique, son cerveau produit des quantités importantes de dopamine et de noradrénaline en relation avec la nouvelle personne. Et ces substances neurochimiques créent un effet de contraste brutal. La nouveauté semble extraordinaire. Le quotidien semble terne. La nouvelle personne semble parfaite. La partenaire de longue date semble imparfaite. Ce n'est pas de la lucidité, c'est de la chimie. C'est littéralement une distorsion cognitive produite par un cocktail hormonal. Ce que je trouve fascinant et un peu tragique en même temps, c'est que les hommes dans cette phase croient souvent sincèrement que leur jugement est objectif. Ils pensent vraiment voir les choses clairement, alors qu'en réalité, ils sont dans un état neurologique qui ressemble beaucoup à celui d'un adolescent amoureux pour la première fois, avec toute la distorsion de la réalité que ça implique. Et toi, tu es en train de te comparer à cette distorsion, ce qui est absolument injuste. Maintenant, voici la question que tu dois te poser. Est-ce que tu as remarqué ce changement dans la façon dont il te regarde ou dont il t'écoute? Est-ce que tu as senti ce glissement subtil dans son attitude, cette légère dévalorisation qui s'est installée progressivement? Si oui, je veux que tu saches que ce n'est pas une condamnation de ta valeur, c'est un symptôme de son état psychologique. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Le quatrième signe, et celui-ci est peut-être le plus difficile à accepter parce qu'il touche à quelque chose de très intime, c'est la modification du désir physique.
Je parle ici non pas seulement de la fréquence des rapports sexuels, mais de la qualité de la présence physique dans le couple. Est-ce qu'il te touche encore spontanément? Est-ce qu'il pose sa main sur ton épaule en passant? Est-ce qu'il t'embrasse vraiment quand vous vous retrouvez? Ou est-ce que c'est devenu un geste mécanique, une habitude sans intention? La recherche en neurobiologie des relations amoureuses est très claire. Sur ce point, le toucher affectif non sexuel est l'un des indicateurs les plus fiables de la santé émotionnelle d'un couple. Quand un homme commence à retirer ce toucher spontané, quand les contacts physiques deviennent moins fréquents, moins naturels, moins chargés d'intention, c'est souvent le signe que son investissement émotionnel est en train de se déplacer. J'ai une anecdote clinique que je partage parfois avec mes patients en changeant évidemment tous les détails pour préserver la confidentialité. Une femme de 52 ans est venue me voir parce qu'elle se sentait invisible dans son couple. Son mari était présent physiquement, il rentrait à la maison, ils mangeaient ensemble, ils dormaient dans le même lit, mais elle me disait « il ne me touche plus vraiment ». Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, elle a réfléchi un moment et elle a dit « il me touche, mais c'est comme s'il touchait un meuble ». Il n'y a plus rien dans ce geste. Quelques mois plus tard, elle a découvert qu'il avait une liaison depuis presque un an. Et quand elle a repensé aux signes, le retrait du toucher affectif avait été l'un des premiers. Ce que je veux que tu retires de cette histoire, ce n'est pas la peur, c'est la conscience. La conscience que ton corps ressent les choses avant que ton mental ne les comprenne et que cette intelligence corporelle mérite d'être écoutée, pas ignorée. Mais voici ce que je dois te dire maintenant, et c'est là que ça devient vraiment important. Parce que jusqu'ici, je t'ai parlé de signes, d'observations, de mécanismes psychologiques. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit, et qui est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Si tu n'agis pas, si tu continues à ignorer ces signaux, si tu continues à te dire que ça va passer, que c'est juste une phase, que les choses vont s'arranger toutes seules, tu risques de te retrouver dans une situation que tu ne pourras plus contrôler. Parce que voilà ce que j'observe dans ma pratique clinique depuis 30 ans. Les femmes qui ignorent ces signes trop longtemps ne perdent pas seulement leur couple, elles perdent quelque chose de beaucoup plus précieux. Elles perdent leur propre confiance en elles. Elles perdent la conviction qu'elles sont désirables, intéressantes, aimables. Et cette perte-là, elle est beaucoup plus longue à reconstruire que n'importe quelle relation. Et pendant ce temps, lui, pendant que tu attends que les choses s'arrangent, il est peut-être en train de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Pas nécessairement une grande histoire d'amour, parfois juste une complicité, une légèreté, une attention mutuelle. Mais ces petites choses, elles ont le pouvoir de créer des liens. Et ces liens, une fois créés, sont beaucoup plus difficiles à défaire. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, je te dis ça parce que la réalité clinique est celle-là. Et parce que tu mérites de la savoir, tu mérites de prendre tes décisions avec une information complète, pas avec une version édulcorée de la réalité qui te laisse dans une fausse sécurité. Alors continuons. Parce que je n'en suis qu'au 4e signe et le 5e est peut-être celui qui va tout changer pour toi. Mais d'abord, je veux te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation, cette certitude presque physique que quelque chose ne va pas dans ton couple mais que tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus? Cette sensation que les mots ne suffisent pas à décrire, qui est quelque part entre l'intuition et la peur. Si oui, je veux que tu saches que cette sensation a un nom. En psychologie, on l'appelle la dissonance cognitive relationnelle et c'est exactement ce dont je vais te parler maintenant. La dissonance cognitive relationnelle, c'est l'état dans lequel tu te trouves quand ce que tu observes dans ton couple ne correspond plus à ce que tu croyais vrai sur ta relation. Quand les faits et les croyances entrent en conflit, quand tu vois des choses qui ne collent pas avec l'image que tu avais de ton couple, de ton homme, de vous deux ensemble. Et cette dissonance crée une tension psychologique extrêmement inconfortable. Une tension que le cerveau cherche à résoudre. Et souvent, la façon dont le cerveau la résout, c'est en choisissant de croire la version la moins douloureuse.
c'est-à-dire en ignorant les signaux d'alarme. Ce mécanisme est parfaitement compréhensible d'un point de vue évolutif. Il protège contre une douleur immédiate, mais il crée une douleur différée, plus profonde, plus dévastatrice, parce que plus tu attends, plus la situation évolue dans une direction que tu n'as pas choisie et plus il sera difficile de retrouver ta place dans ta propre vie. Voilà le 5e signe et c'est le plus subtil de tous. C'est ce que j'appelle le réinvestissement identitaire. Quand un homme commence à s'éloigner d'une relation, il ne se contente pas de s'éloigner de sa partenaire, il commence à se réinventer. Il commence à s'intéresser à des choses nouvelles, à changer son style vestimentaire, à modifier ses habitudes sportives, à écouter de la musique différente, à fréquenter de nouveaux endroits. En surface, tout ça peut sembler positif. On pourrait dire qu'il se développe, qu'il s'épanouit. Mais quand ce réinvestissement identitaire se fait en excluant sa partenaire, quand ses nouvelles passions ne sont jamais partagées avec elle, quand ces changements se font dans une sorte de bulle hermétique, alors c'est un signal très clair. Ce que ce comportement révèle sur le plan psychologique, c'est que l'homme est en train de construire une nouvelle version de lui-même, une version qui correspond à une autre vie, à une autre relation, à une autre femme. Il ne le dit pas, il ne l'admet peut-être même pas à lui-même, mais c'est ce qui se passe et tu le sens. Tu sens que ces nouvelles choses ne sont pas pour toi, que tu n'es pas invité dans cette nouvelle version de sa vie. Et cette exclusion est l'une des formes les plus douloureuses de rejet, précisément parce qu'elle est silencieuse. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui, après une séparation, me disaient la même chose. Elles disaient « je savais depuis longtemps, mais je ne voulais pas le savoir. » Et maintenant, rétrospectivement, tous ces petits changements, ce nouveau sport, ces nouvelles sorties, ces nouvelles musiques, tout ça prenait un sens terrible. Tout ça était la construction d'une vie sans elle. Et voilà où je dois te dire quelque chose de très difficile, quelque chose que je dis avec toute la bienveillance dont je suis capable, mais que je dois dire parce que c'est la vérité clinique. Si tu reconnais plusieurs de ces 5 signes dans ton couple, si tu te reconnais dans ces descriptions, si quelque chose en toi dit oui, c'est ça, alors tu n'as pas le luxe du temps. Tu n'as pas le luxe d'attendre, de voir comment les choses évoluent, parce que pendant que tu attends, lui, il n'attend pas. Et si tu ne fais rien, si tu continues dans cette attente passive, dans cet espoir que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, tu risques de te retrouver un jour face à une réalité que tu n'auras pas choisie. Tu risques de te retrouver seul, pas parce que tu n'es pas assez bien, pas parce que tu n'es pas désirable ou intéressante ou aimable, mais parce que tu n'as pas utilisé les outils que tu avais à ta disposition au moment où tu en avais encore le pouvoir. Et lui, pendant ce temps, il pourrait construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, une nouvelle vie, de nouveaux souvenirs, une nouvelle complicité. Et toi, tu pourrais te retrouver dans la position de celle qui regarde de l'extérieur, celle qui n'a pas agi quand elle en avait encore la possibilité. Celle qui a été oubliée, et cette image ne veut pas qu'elle soit la tienne, parce que tu vaux infiniment mieux que ça, et je vais te dire exactement ce que tu peux faire. Mais avant, je veux que tu prennes une grande inspiration, parce que ce que je t'ai dit jusqu'ici est difficile à entendre, et c'est normal que ça fasse mal, c'est normal que ça crée de l'anxiété, de la peur, peut-être de la colère. Ces émotions sont légitimes. Elles sont le signe que tu tiens à quelque chose d'important. Et tenir à quelque chose d'important, c'est une force, pas une faiblesse. Maintenant, je veux te parler de ce que tu peux faire. Pas de ce que tu devrais faire, pas d'une liste de règles à suivre, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux te parler de la reconquête de toi-même, parce que c'est là que tout commence, pas dans son comportement à lui. Dans ta propre relation à toi-même, la première chose que je veux que tu fasses, c'est de sortir de la posture de l'attente. L'attente passive est l'ennemi de toute relation. Quand tu attends que les choses changent, que lui change, que la situation s'améliore d'elle-même, tu te places dans une position de dépendance qui affaiblit ton énergie, ta présence, ton attractivité. Et oui, j'utilise ce mot attractivité parce que l'attractivité n'est pas seulement physique.
L'attractivité, c'est d'abord une énergie. C'est la façon dont tu occupes l'espace. C'est la façon dont tu portes toi-même dans le monde. Une femme qui attend est une femme qui rétrécit. Et un homme, même un homme qui s'est éloigné, même un homme qui est en train de faire des erreurs, remarque quand la femme à côté de lui rétrécit, pas nécessairement consciemment, mais il le remarque. Et ça renforce sa trajectoire vers l'extérieur du couple. À l'inverse, une femme qui se reprend en main, qui se réinvestit dans sa propre vie, dans ses propres projets, dans sa propre joie, crée quelque chose de très puissant, elle crée un mouvement et le mouvement est attractif. Le mouvement dit « je suis vivante, je suis intéressante, je ne suis pas en train de disparaître ». Et ça change la dynamique. Je ne te dis pas de jouer un jeu, je ne te dis pas de faire semblant d'aller bien pour le rendre jaloux. Je te dis quelque chose de beaucoup plus réel. Je te dis de vraiment aller mieux, de vraiment te réinvestir dans ta vie. Parce que c'est ce que tu mérites indépendamment de lui et parce que c'est aussi la seule chose qui peut, si c'est ce que tu veux, changer la dynamique de votre couple. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est de retrouver ta voix. Et par voix, je ne parle pas seulement de communication verbale. Je parle de ta capacité à exprimer qui tu es, ce que tu veux, ce que tu refuses, ce qui te rend heureuse. Beaucoup de femmes, après des années dans un couple, ont progressivement éteint leur voix. Parce qu'on les a forcés à se taire, mais parce que la vie en couple crée une forme de compromis permanent qui, à force, peut effacer les contours de soi-même. Tu sais ce que tu aimais avant lui, tu sais ce qui te faisait vibrer, ce qui te faisait rire, ce qui te donnait de l'énergie. Ces choses n'ont pas disparu, elles sont juste en sommeil. Et les réveiller n'est pas un acte de rébellion contre ton couple. C'est un acte de fidélité vers toi-même. Quand tu retrouves ta voix, quand tu recommences à exprimer clairement qui tu es et ce que tu veux, quelque chose se transforme dans la dynamique de ta relation. L'homme qui était en train de s'éloigner se retrouve face à une femme qu'il ne reconnaît plus tout à fait et cette nouveauté peut créer un mouvement de réattraction. Pas toujours, pas dans tous les cas, mais souvent, et dans les cas où ça ne crée pas de réattraction, ça te donne quelque chose d'encore plus précieux. Ça te donne la clarté sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu mérites, sur ce que tu es prête à accepter et ce que tu ne l'es pas. Et cette clarté, elle est le fondement de toute décision saine, qu'elle soit de rester ou de partir. Je veux maintenant te parler d'un aspect de la psychologie masculine que peu de gens comprennent vraiment et qui est pourtant fondamental pour comprendre ce qui se passe dans une relation quand un homme commence à s'éloigner. Je te parlais de la peur masculine, de l'engagement profond. Les hommes, dans leur grande majorité, ont une relation compliquée avec l'intimité émotionnelle profonde, non pas parce qu'ils ne la désirent pas, mais parce qu'elle les effraie. L'intimité profonde, la vraie, celle qui implique d'être vu, d'être connu, d'être vulnérable, est quelque chose que beaucoup d'hommes ont appris à éviter depuis leur enfance. On leur a dit de ne pas pleurer, on leur a dit d'être fort. On leur a dit que les émotions étaient une faiblesse et ces messages répétés pendant des décennies créent une armure psychologique très difficile à déposer. Alors quand une relation devient vraiment intime, quand les masques tombent, quand la vie quotidienne expose les fragilités de chacun, certains hommes réagissent en fuyant, pas physiquement, pas toujours, mais émotionnellement. Ils fuient vers quelque chose de plus léger, de moins engageant, de moins exposant, vers une relation nouvelle qui n'a pas encore demandé cette profondeur, vers quelqu'un qui ne les connaît pas encore assez pour voir leurs failles. Et toi, tu es celle qui les connaît, tu es celle qui a vu les failles. Et c'est pour ça que, paradoxalement, ta connaissance de lui peut devenir un facteur de distance plutôt que de proximité. Parce que tu as mal fait quelque chose, mais parce que lui n'a pas développé la capacité de se laisser vraiment connaître sans panique. Comprendre ça ne signifie pas excuser son comportement. Comprendre ça signifie ne plus te reprocher quelque chose qui n'est pas de ta faute. Et cette libération du reproche envers toi-même est l'une des choses les plus transformatrices que tu puisses vivre. Maintenant, voici quelque chose que je veux que tu considères sérieusement.
Je veux que tu penses à la façon dont tu te parles à toi-même quand tu penses à cette situation. Quelles sont les phrases qui tournent dans ta tête? Est-ce que tu te dis que tu n'es pas assez bien, que tu aurais dû faire différemment, que tu aurais dû faire différemment, que si tu avais été plus ceci ou moins cela, les choses seraient différentes? Si c'est le cas, je veux que tu saches que ce discours intérieur est l'ennemi numéro 1 de ton bien-être et de ta capacité à agir efficacement. En psychologie cognitive, on appelle ça la rumination, et l'une des formes les plus destructrices de pensée, non pas parce qu'elle cherche des réponses, mais parce qu'elle tourne en boucle sans jamais en trouver. Elle consomme de l'énergie cognitive, elle amplifie l'anxiété, elle réduit la capacité d'action et elle te maintient prisonnière d'un passé que tu ne peux pas changer au lieu de te projeter vers un futur que tu peux encore construire. La pratique de la pleine conscience que j'enseigne depuis des années et sur laquelle j'ai écrit plusieurs livres est l'un des outils les plus efficaces pour sortir de la rumination. Non pas en niant les pensées douloureuses, mais en apprenant à les observer sans s'y dodifier, en apprenant à dire voilà une pensée qui me dit que je ne suis pas assez bien, sans pour autant croire que cette pensée est la vérité. Et voici un exercice très concret que je veux que tu essayes. La prochaine fois que tu te retrouves dans une spirale de pensées négatives sur toi-même, sur ton couple, sur ton avenir, je veux que tu fasses une chose très simple. Pose tes 2 pieds à plat sur le sol, sens le contact de tes pieds avec le sol. Respire 3 fois lentement et demande-toi, dans ce moment précis, maintenant, est-ce que je suis en sécurité? Pas demain, pas dans 6 mois. Maintenant. Et dans la grande majorité des cas, la réponse sera oui. Et ce oui est un point d'ancrage, un point de départ pour une pensée plus claire. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive naïve, ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est de la neurologie. Quand tu ancres ton attention dans le moment présent, tu interromps le circuit de la rumination dans ton cerveau. Tu donnes à ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable des décisions éclairées, la possibilité de reprendre le contrôle sur ton amygdale, qui est la partie qui réagit à la peur et à la menace, et ça change tout. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle la reconquête de l'espace. Et non, je ne parle pas de feng shui. Je parle de quelque chose de beaucoup plus psychologique. Je parle de la façon dont tu occupes l'espace dans ta propre vie, dans ton couple, dans tes relations sociales. Quand une femme commence à sentir que son couple va mal, elle a souvent tendance à rétrécir, à prendre moins de place, à s'effacer, à ne pas faire de vagues. C'est une réponse instinctive de protection, une façon de ne pas aggraver les choses, mais c'est exactement l'inverse de ce qui est nécessaire. Parce que quand tu rétrécis, tu deviens invisible et l'invisibilité ne sauve pas une relation, elle l'achève. Reconquérir l'espace, c'est recommencer à être présente. Vraiment présente, c'est recommencer à avoir des opinions, des envies, des projets, c'est recommencer à rire vraiment, à parler de choses qui te passionnent, à exprimer tes désaccords sans t'excuser d'exister. C'est recommencer à être la femme que tu étais avant que la peur de perdre ne t'ait rendue petite. Et voilà quelque chose d'intéressant sur la psychologie masculine que je veux partager avec toi. Les hommes, même ceux qui s'éloignent, même ceux qui cherchent trop de choses, ont une réaction presque universelle face à une femme qui reprend de la présence, de la force, de l'espace. Ils remarquent, ils ne savent pas toujours quoi faire avec ça. Parfois ça les attire à nouveau, parfois ça les déstabilise, mais ils remarquent. Et dans cette remarque, il y a une opportunité. Je vais te parler maintenant d'une chose que les thérapeutes de couple observent très souvent et qui est, je dois dire, assez ironique. Très souvent, les femmes qui viennent me consulter après une infidélité de leur partenaire me disent que paradoxalement, c'est après la crise qu'elles se sont senties les plus vivantes. Pas à cause de la crise, bien sûr, mais parce que la crise les a forcées à se reprendre en main, à se poser des questions fondamentales sur ce qu'elles voulaient vraiment, à recommencer à se voir elles-mêmes comme des personnes à part entière, pas seulement comme une moitié d'un couple,
Et certaines de ces femmes ont reconstruit leur couple sur des bases beaucoup plus solides, et d'autres ont décidé de partir et ont construit une vie qu'elles n'auraient jamais imaginée possible. Dans les deux cas, la crise avait été le déclencheur d'une transformation profonde et positive. Je ne te dis pas de souhaiter la crise. Je te dis que si tu es dans une situation difficile, si tu ressens ces signes dont j'ai parlé, tu as le choix de ne pas attendre que la crise arrive pour commencer ta transformation. Tu peux commencer maintenant. Tu peux décider maintenant que ta vie, ton bonheur, ta valeur ne dépendent pas de ce que lui décide de faire ou de ne pas faire. Et c'est là la vérité la plus libératrice que je puisse te donner. Ta valeur ne dépend pas de lui, elle n'a jamais dépendu de lui, elle est en toi, elle a toujours été en toi, et même si lui ne la voit plus ou ne la voit pas correctement en ce moment, ça ne change rien à sa réalité. Tu sais, il y a une chose que j'ai apprise après toutes ces années de pratique clinique. Les femmes que j'ai vues traverser les épreuves les plus difficiles, les trahisons les plus douloureuses, les ruptures les plus dévastatrices, et s'en relever avec une force extraordinaire. Ces femmes avaient toutes quelque chose en commun. Elles avaient décidé à un moment précis de ne plus se définir par ce que quelqu'un d'autre pensait d'elles. Elles avaient décidé de se définir par ce qu'elles savaient d'elles-mêmes. Et cette décision, elle n'est pas facile. Elle ne se prend pas une fois pour toutes. Elle se prend chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, mais elle est possible. Et elle est transformatrice. Maintenant, je veux aller plus loin dans les outils pratiques. Parce que je sais que tu n'es pas là pour une conférence philosophique. Tu es là parce que tu vis quelque chose de difficile et que tu veux des choses concrètes à faire. Alors, voici ce que je t'invite à faire dans les prochaines 48 heures. Pas dans une semaine, pas quand tu auras plus de temps. Dans les prochaines 48 heures, la première chose, c'est de t'accorder un moment de vérité avec toi-même. Pas pour te faire du mal, pas pour ruminer, mais pour être honnête. Prends une feuille de papier, oui, une vraie feuille de papier, et écris 3 choses. D'abord, ce que tu observes dans ton couple en ce moment, les faits sans interprétation, sans jugement. Juste les faits. Ensuite, ce que tu ressens face à ces observations. Et enfin, ce que tu voudrais vraiment pour ta vie, pour ton couple, pour toi-même. Parce que tu crois que tu devrais vouloir ce que tu veux vraiment. Cet exercice a une valeur thérapeutique réelle. Il te sort de la confusion émotionnelle pour te donner une vision plus claire. Et la clarté, je l'ai dit, est le fondement de toute décision saine. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de choisir une activité, une seule, que tu as abandonnée et que tu aimais avant. Quelque chose qui était vraiment à toi. Un cours de danse, la peinture, la randonnée et la lecture d'un certain type de livre, peu importe. Et de t'y remettre cette semaine, pas pour lui montrer que tu vas bien, pour toi, pour réactiver une partie de toi qui s'est endormie. Et la troisième chose, c'est de choisir une conversation que tu évites depuis trop longtemps. Pas nécessairement avec lui, ça peut être avec une amie, avec toi-même, avec un professionnel. Une conversation sur ce que tu ressens vraiment, sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu veux et de l'avoir. Ces 3 choses semblent simples et elles le sont. Mais leur simplicité ne diminue pas leur puissance, parce que ce sont des actes, et les actes, même petits, ont un pouvoir que les pensées n'ont pas. Les actes te sortent de la passivité. Les actes te donnent un sentiment d'agentivité, c'est-à-dire la conviction que tu peux influencer ta propre vie. Et cette conviction est l'antidote le plus puissant à la peur. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je veux te parler de la façon dont notre culture traite les femmes de 45 à 60 ans et pourquoi je trouve ça profondément injuste et scientifiquement absurde. Il y a dans notre société une idée implicite, jamais vraiment dite mais constamment véhiculée, que les femmes d'un certain âge perdent de la valeur, que la séduction, l'attractivité, le désir sont des territoires réservés aux femmes jeunes.
Et que passé 50 ans, une femme devrait se résigner à une forme d'invisibilité sociale et amoureuse. Cette idée est non seulement cruelle, elle est scientifiquement fausse. Les recherches en psychologie sociale et en neurosciences montrent que les femmes entre 45 et 60 ans sont dans une période de leur vie où plusieurs facteurs convergent pour en faire des partenaires exceptionnellement intéressantes et désirables. Elles ont une connaissance d'elles-mêmes que les femmes plus jeunes n'ont pas encore développée. Elles ont une intelligence émotionnelle affinée par des décennies d'expérience. Elles ont une clarté sur ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas, qui est extrêmement attractive pour les hommes qui ont eux-mêmes atteint une certaine maturité, et elles ont une liberté de pensée, de choix, d'expression que les contraintes sociales de la jeunesse ne permettaient pas. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ce que la recherche dit et c'est ce que j'observe dans ma pratique. Les femmes de cette tranche d'âge qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont développé leur estime de soi, qui ont accepté leur propre complexité avec bienveillance, sont des femmes d'une présence et d'une puissance extraordinaire. Et je veux que tu intègres ça, pas comme une consolation, pas comme un mensonge pieux pour te faire sentir mieux, mais comme une réalité que tu dois commencer à vivre. Parce que voilà ce que j'observe dans les couples où l'homme s'éloigne. Très souvent, la femme commence à croire le narratif de son déclin. Elle commence à penser que si lui s'éloigne, c'est parce qu'elle vieillit, parce qu'elle est moins séduisante, parce qu'une femme plus jeune est plus attractive. Et en croyant ce narratif, elle le renforce. Elle se comporte comme si elle était en déclin. Et ce comportement crée exactement la dynamique qu'elle redoutait. Alors je veux te demander maintenant de commencer à remettre en question ce narratif, de te demander est-ce que c'est vraiment vrai que je suis moins désirable qu'avant, ou est-ce que c'est une histoire que quelqu'un d'autre m'a racontée et que j'ai fini par croire ? Je vais te dire quelque chose que mes patients masculins m'ont dit à de nombreuses reprises, dans le contexte de la thérapie, quand ils pouvaient être vraiment honnêtes. Beaucoup d'hommes qui ont eu des aventures avec des femmes plus jeunes m'ont dit après coup que ce n'était pas la jeunesse qui les avait attirés. C'était la légèreté, le manque d'enjeu, l'absence de profondeur, et que très souvent ils avaient réalisé trop tard parfois que ce qu'ils avaient laissé derrière eux, cette femme qui les connaissait vraiment, qui avait de la profondeur, de la complexité, de la vraie présence, était infiniment plus précieux que ce qu'ils avaient cherché ailleurs. Ce n'est pas une consolation, c'est une information sur la psychologie masculine que tu peux utiliser. Parce que si ce que l'homme cherche ailleurs, c'est de la légèreté et du manque d'enjeu, alors la réponse n'est pas de devenir plus jeune. La réponse est de retrouver ta propre légèreté, ton propre plaisir d'être, ta propre joie de vivre. Non pas en niant ta profondeur, mais en ne la portant pas comme un fardeau, mais en ne la portant pas comme un fardeau. Une femme qui sait rire, qui sait jouer, qui sait être légère tout en ayant de la profondeur est une femme irrésistible. Pas parce que les hommes le disent, parce que la psychologie de l'attraction le confirme, l'énergie de la joie, de la légèreté, de la présence est l'une des formes d'attractivité les plus puissantes qui existent. Et tu peux la cultiver maintenant, aujourd'hui. Voilà, je veux maintenant te parler d'un aspect très concret de la communication dans le couple, parce que je sais que beaucoup de femmes dans ta situation se demandent comment parler à leur partenaire de ce qu'elles observent et ressentent. Comment aborder le sujet sans déclencher une dispute, sans paraître paranoïaque, sans lui donner l'impression d'être surveillé. La première règle, et c'est fondamental, c'est de ne jamais parler de ce que tu penses qu'il fait, parle uniquement de ce que tu ressens. La différence est énorme. Dire « tu t'éloignes de moi, tu es sur ton téléphone tout le temps, tu ne m'écoutes plus », c'est une accusation. Et une accusation déclenche une défense. Et une défense ferme la communication. Dire « je me sens seul ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on est moins connecté qu'avant et ça me pèse », c'est une expression de ton vécu.
Et une expression de ton vécu invite à une réponse, pas à une défense. Pas une défense, c'est ce que les thérapeutes appellent le langage de la première personne. Et ça change radicalement la dynamique d'une conversation difficile. La deuxième règle, c'est de choisir le bon moment. Et le bon moment, ce n'est pas quand tu es au maximum de ton anxiété, quand tu viens de remarquer quelque chose qui t'a fait peur, quand tu es en colère ou en larmes. Le bon moment, c'est quand tu es dans un état relativement calme, quand vous avez tous les deux un peu de temps et d'espace, quand il n'y a pas d'autres sources de stress immédiates. Cela peut sembler difficile à trouver, mais ça vaut la peine d'attendre ce moment plutôt que de déclencher une conversation explosive dans le mauvais contexte. La troisième règle, c'est d'avoir une intention claire avant de commencer la conversation. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir de cette conversation ? Tu veux être entendu, tu veux des réponses, tu veux proposer quelque chose de nouveau dans votre relation. Savoir ce que tu veux obtenir te permet de guider la conversation dans la bonne direction, même si elle devient difficile. Et la quatrième règle, peut-être la plus importante, c'est d'être prête à entendre quelque chose que tu ne veux pas entendre. Parce que si tu ouvres une conversation avec une vraie demande de vérité, il faut être prête à ce que la vérité soit douloureuse. Et c'est un acte de courage. Et c'est un acte de courage. Un acte de respect envers toi-même et envers lui. Je veux maintenant aborder quelque chose que beaucoup de femmes évitent de regarder en face, et c'est la question de leur propre part de responsabilité dans la dynamique du couple. Attention, je ne dis pas que tu es responsable de son comportement. Tu ne l'es pas. Un homme qui trompe ou qui s'éloigne fait un choix qui lui appartient entièrement. Dans la dynamique d'un couple, il y a toujours deux personnes, et regarder sa propre part, non pas pour se culpabiliser, mais pour comprendre et potentiellement changer, est un acte de maturité et de puissance. Est-ce que tu lui as exprimé clairement ce dont tu avais besoin ? Est-ce que tu as communiqué tes désirs, tes frustrations, tes attentes ? Ou est-ce que tu as espéré qu'il les devine et tu t'es senti déçu quand il ne l'a pas fait? Est-ce que tu as maintenu ton propre espace, tes propres intérêts, ta propre vie sociale? Ou est-ce que tu as progressivement tout centré sur le couple, au point de te perdre toi-même? Ces questions ne sont pas des accusations. Ce sont des invitations à l'honnêteté. Et l'honnêteté, même quand elle est inconfortable, est toujours plus productive que l'illusion. Parce que voilà ce que j'ai observé dans ma pratique. Les couples les plus solides ne sont pas ceux où les deux partenaires sont parfaits. Ce sont ceux où les deux partenaires ont la capacité de se regarder honnêtement, de reconnaître leurs propres limites et de travailler ensemble sur ce qui ne fonctionne pas. Et cette capacité, elle commence toujours par un individu. Elle commence par toi. Si tu décides de la développer, je veux te parler maintenant de quelque chose que j'appelle la résilience relationnelle. Et non, ce n'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose de très concret que tu peux développer. La résilience relationnelle, c'est la capacité de traverser les crises d'un couple sans te perdre toi-même. C'est la capacité de rester debout, de rester toi, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. Cette résilience a plusieurs composantes. La première, c'est ce que j'appelle l'ancrage identitaire. C'est la clarté sur qui tu es en dehors de ta relation. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce qui te rend unique? Quand tu as cet ancrage, quand tu sais qui tu es indépendamment de lui, tu ne peux pas être complètement déstabilisé par ce qu'il fait ou ne fait pas... parce que ton identité ne dépend pas de lui. La deuxième composante, c'est le réseau de soutien, et je parle ici de vraies connexions humaines. Des amis, de la famille, des personnes avec qui tu peux être vraiment toi-même, sans masque, sans performance. Ces connexions sont vitales. Non seulement pour ton bien-être émotionnel, mais aussi parce qu'elles te rappellent que tu existes au-delà de ton couple, que tu as de la valeur dans les yeux de personnes qui te connaissent vraiment. La troisième composante, c'est la pratique du soin de soi. Et je ne parle pas de se faire les ongles, même si ça peut faire partie. Je parle du soin profond, le sommeil, la nutrition,
le mouvement physique, la connexion avec la nature. Ces choses semblent basiques, mais leur impact sur la psychologie et sur la capacité à faire face aux défis est absolument documenté. Quand tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton cerveau, et quand ton cerveau est dans un meilleur état, tu prends de meilleures décisions, tu gères mieux tes émotions, tu communiques mieux, tu tortes mieux dans le monde. Et la quatrième composante de la résilience relationnelle, c'est ce que j'appelle la perspective temporelle, la capacité de te rappeler que ce moment, aussi difficile qu'il soit, n'est pas permanent. Que tu as déjà traversé des choses difficiles, que tu as des ressources, que tu es encore là debout en train de chercher des outils pour améliorer ta situation. Et ça, c'est de la force. Je veux maintenant te parler d'un sujet délicat, mais qui est absolument central dans la question de l'infidélité. Je veux te parler du pardon, non pas parce que le pardon est obligatoire, non pas parce que tu dois pardonner pour être une bonne personne, mais parce que le pardon, quand il est authentique et librement choisi, est l'un des actes les plus puissants que tu puisses faire pour toi-même. Il y a une confusion très fréquente sur ce qu'est le pardon. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est dire que ce qui s'est passé était acceptable, que c'est effacer ce qui a eu lieu, que c'est donner une permission pour que ça recommence. Ce n'est pas ça. Le pardon, dans sa forme la plus saine, c'est la décision de ne plus laisser la douleur de ce qui s'est passé contrôler ta vie. C'est libérer ton propre cerveau de la prison de la rancœur. La recherche en psychologie montre que la rancœur chronique, le fait de porter en permanence une blessure non digérée, a des effets physiologiques mesurables. Elle augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, elle affecte le système immunitaire, elle réduit la capacité à ressentir de la joie, elle te maintient dans un état de vigilance et de tension permanente qui épuise ton énergie vitale. Le pardon, lui, a l'effet inverse. Il libère, il ne dit pas que ce qui s'est passé était bien, il dit simplement que tu choisis de ne plus en être la prisonnière. Et ça, c'est un acte de souveraineté sur ta propre vie. Je dois aussi te dire quelque chose sur la confiance. Parce que beaucoup de femmes qui ont vécu une infidélité me disent que ce qui est le plus difficile à reconstruire, ce n'est pas la relation, c'est la confiance. C'est la confiance en leur partenaire bien sûr, mais aussi, et c'est souvent là où ça fait le plus mal, la confiance en leur propre jugement. Parce qu'elles se disent comment ai-je pu ne pas voir, comment ai-je pu me tromper à ce point, et je veux leur dire, et je veux te dire que cette question est à mal posée. Tu n'as pas failli dans ton jugement, tu as fait confiance, et faire confiance est une force, pas une faiblesse. Le problème n'est pas en toi, le problème est dans le comportement de l'autre. Et ces deux choses doivent rester séparées dans ton esprit. Reconstruire la confiance en soi après une trahison prend du temps, mais ça commence par une chose très simple. Ça commence par recommencer à écouter tes propres signaux, à faire confiance à ce que tu ressens, à ne plus minimiser tes observations, à te dire si je ressens quelque chose, c'est réel. Si je perçois quelque chose, ça mérite d'être examiné. Et ça, c'est le début de la reconstruction. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle la beauté de la deuxième chance. Et par deuxième chance, je ne parle pas nécessairement d'une deuxième chance avec lui. Je parle d'une deuxième chance avec toi-même, d'une deuxième chance de vivre ta vie, de la façon dont tu veux vraiment la vivre, d'une deuxième chance de te définir selon tes propres termes. Beaucoup de femmes de 45 à 60 ans ont passé une grande partie de leur vie à se définir par rapport aux autres, par rapport à leur rôle de mère, d'épouse, de professionnelle, et il y a quelque chose de magnifique dans tous ces rôles. Mais quand ils prennent toute la place, quand il n'y a plus de place pour ce qu'on est en dehors de ces rôles, quelque chose d'essentiel s'étiole. Cette période de ta vie, aussi difficile qu'elle puisse être en ce moment, peut être le début d'un retour à toi-même, un retour à ce que tu voulais vraiment, retour à ce que tu voulais vraiment, à ce que tu avais mis de côté, à ce qui te rendait vivante avant que la vie ne t'en éloigne progressivement.
Et voilà quelque chose que je veux que tu saches sur la psychologie du désir, parce que c'est important. Le désir, l'attraction, la passion ne sont pas des choses qui arrivent aux autres. Ce ne sont pas des privilèges réservés à une certaine jeunesse ou à un certain type de femme. Ce sont des états intérieurs qui se cultivent. Et il se cultive précisément en faisant les choses dont je t'ai parlé, en te réinvestissant dans ta propre vie, en retrouvant ta légèreté, en reconstruisant ton estime de toi, en étant vraiment présente à toi-même et au monde. Une femme qui est vraiment présente à elle-même, qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle refuse et qui le porte avec une légèreté et une joie authentique, est une femme d'une attractivité extraordinaire. Pas parce que les hommes le décident, mais parce que cette présence à soi est contagieuse, elle attire, elle inspire, elle crée du désir. Et je veux te dire quelque chose de très direct. Si tu travailles sur tout ce dont j'ai parlé, si tu te réinvestis dans ta propre vie, si tu retrouves ta voix, ton espace, ta légèreté, ton estime de toi, deux choses peuvent se passer. Soit ton couple se transforme parce que la dynamique change, parce que lui te voit différemment, parce que quelque chose se réveille entre vous, soit tu réalises que tu mérites mieux que ce que tu avais. Et dans les deux cas, tu gagnes. Dans les deux cas, tu sors de cette situation plus forte, plus claire, plus toi. Je veux maintenant aborder un aspect que beaucoup de femmes n'osent pas regarder. Et c'est la question de la sexualité dans le couple après une longue relation. Parce que la sexualité est souvent l'un des premiers domaines à souffrir dans un couple en difficulté et l'un des derniers dont on part ouvertement. La sexualité dans un couple de longue date est soumise à quelque chose que les psychologues appellent à la familiarité paradoxale. Plus on se connaît, plus on est à l'aise avec l'autre et paradoxalement, moins le désir est stimulé par la nouveauté et la surprise. Ce n'est pas un échec. C'est une réalité neurobiologique. Le désir se nourrit d'une certaine tension, d'une certaine distance, d'une certaine incertitude. Et la vie quotidienne, avec sa routine et sa prévisibilité, érode naturellement cette tension. Ce que beaucoup de couples ne savent pas, c'est que cette érosion n'est pas une fatalité. Elle peut être contrecarrée, non pas en imitant la nouveauté d'une nouvelle relation, mais en réintroduisant de la surprise, de l'imprévu, de la curiosité mutuelle dans la relation existante. Et ça commence par une chose très simple. Ça commence par recommencer à se regarder vraiment, à se voir comme une personne, pas comme un meuble familier. Quand tu regardes ton partenaire avec curiosité, quand tu te demandes vraiment comment il va, ce qu'il pense, ce qui le fait vibrer, quand tu le vois comme quelqu'un que tu continues à découvrir plutôt que comme quelqu'un que tu crois entièrement connaître, tu réintroduis quelque chose d'essentiel dans la relation. Et s'il lui fait la même chose avec toi, quelque chose peut se rallumer. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes sur tout ça. Tu ne peux pas forcer ça, tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas décider que lui va changer, que lui va recommencer à te regarder avec désir et curiosité. La seule chose que tu peux décider, c'est de toi, de la façon dont tu te portes, de la façon dont tu vis ta vie, de la façon dont tu te vois toi-même. Et c'est là que tout se joue, pas dans ses choix à lui, dans les tiens. Je veux te parler maintenant de quelque chose que j'appelle la conversation avec soi-même. Parce que dans toute cette réflexion sur les signes de l'infidélité, sur la psychologie masculine, sur la reconquête de soi, il y a une conversation fondamentale qui doit avoir lieu. Et c'est la conversation que tu as avec toi-même. Quelle est l'histoire que tu te racontes sur toi-même, sur ton couple, sur ton avenir? Ces histoires, ces narratifs intérieurs ont une influence immense sur ta façon de vivre, de te comporter, de te percevoir. Et très souvent, ces histoires ont été écrites par d'autres, par ta famille d'origine, par les messages culturels que tu as reçus, par les expériences passées. Et tu les portes comme si elles étaient des vérités absolues, alors qu'elles ne sont que des interprétations. La thérapie cognitive, dont je suis un praticien, travaille précisément sur ces narratifs. Elle invite à les examiner, à se demander est-ce que cette histoire est vraie, est-ce qu'elle est utile,
Est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me limite? Et si elle me limite, qu'est-ce que je pourrais choisir de croire à la place? Ce n'est pas une invitation à l'optimisme naïf, c'est une invitation à la liberté de penser, à la capacité de choisir le cadre dans lequel tu interprètes ta propre vie. Par exemple, si l'histoire que tu te racontes est je vieillis et je deviens moins désirable, je peux te proposer une autre histoire appuyée par la science et par l'expérience clinique. Je suis dans la période de ma vie où je me connais le mieux, où j'ai le plus de ressources intérieures, où j'ai la plus grande capacité à créer des relations profondes et authentiques. Et cette période est précieuse. Ces deux histoires sont des interprétations d'une même réalité, mais elles créent des états émotionnels et des comportements radicalement différents. Et tu as le pouvoir de choisir laquelle tu veux habiter. Je veux maintenant te parler d'un outil concret que j'utilise dans ma pratique et qui s'appelle la lettre à soi-même. C'est un exercice simple mais d'une puissance remarquable. Je vais te demander d'écrire une lettre, pas à lui, à toi-même, à la femme que tu es aujourd'hui avec toute sa complexité, ses forces, ses peurs, ses désirs. Dans cette lettre, je veux que tu te dises 3 choses. D'abord, ce que tu admires en toi. Pas ce que tu crois que tu devrais admirer, ce que tu admires vraiment, ce que tu sais de toi qui est fort, qui est beau, qui est précieux. Ensuite, ce que tu pardonnes, parce que nous avons toutes des choses que nous nous reprochons, des choix que nous regrettons, des moments où nous n'avons pas été à la hauteur de nous-mêmes. Et se pardonner ces choses est un acte de santé psychologique. Et enfin, ce que tu te promets, pas une liste de résolutions. Une vraie promesse, une chose que tu t'engages à faire pour toi-même à partir d'aujourd'hui. Cet exercice peut sembler simple, voire un peu naïf, mais je t'assure que ses effets sont profonds parce qu'il te force à te positionner comme quelqu'un qui mérite de l'attention, de la bienveillance, de la promesse. Et ce positionnement change quelque chose de fondamental dans ta façon de te porter dans le monde. Je veux maintenant revenir sur quelque chose d'important que j'ai mentionné au début de cette vidéo et qui mérite d'être approfondi. Je veux te parler de l'intelligence intuitive des femmes, parce que je pense qu'on ne lui rend pas assez hommage et que les femmes elles-mêmes ne lui font pas assez confiance. Il y a une tendance dans notre culture à valoriser la pensée rationnelle, analytique et à dévaloriser l'intuition comme quelque chose de peu fiable, de trop émotionnel, de peu scientifique. Et cette dévalorisation touche particulièrement les femmes qui sont plus souvent associées à l'intuition et à l'émotion. Dans l'imaginaire collectif, on leur dit « tu es trop sensible, tu exagères, tu fais des films ». Mais voilà ce que la science dit réellement. L'intuition n'est pas de la magie, c'est le résultat d'un traitement de l'information non conscient, extrêmement rapide et sophistiqué. Ton cerveau traite des milliers d'informations en permanence dont la grande majorité n'atteint pas le niveau de la conscience. Et parfois, quand quelque chose d'important est détecté, une anomalie, un changement, une incohérence, ton cerveau envoie un signal. Ce signal, c'est l'intuition. Ce sentiment que quelque chose ne va pas, même si tu ne peux pas encore l'expliquer rationnellement. Et les femmes, pour des raisons à la fois neurobiologiques et culturelles, ont souvent développé une capacité d'intuition sociale particulièrement fine. Elles sont plus attentives aux micro-expressions faciales, aux changements de ton de voix, aux variations de comportement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la compétence. Alors quand ton intuition te dit que quelque chose ne va pas dans ton couple, écoute-la. Pas pour en faire une certitude absolue, pas pour accuser sans preuve, mais pour l'examiner, pour lui donner le crédit qu'elle mérite et pour agir en conséquence. Je veux maintenant te parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur et c'est la question du soutien professionnel. Parce que dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai donné des outils, des perspectives, des exercices, mais je veux être honnête avec toi. Parfois, les choses sont trop lourdes à porter seul. Parfois, les outils que je donne dans une vidéo ne suffisent pas et dans ces cas-là, le recours à un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse.
Je dis ça parce que je sais que beaucoup de femmes de ta génération ont grandi avec l'idée qu'on ne parle pas de ses problèmes à un étranger, qu'on se débrouille seul, qu'aller voir un psy, c'est pour les gens qui ont vraiment des problèmes graves. Et je veux déconstruire cette idée parce qu'elle est fausse et parce qu'elle t'empêche d'accéder à une aide qui peut être transformatrice. Aller voir un thérapeute, ce n'est pas admettre qu'on est cassé, c'est décider d'investir dans sa propre santé mentale et émotionnelle. C'est se donner un espace sécurisé pour explorer ce qu'on ressent, pour comprendre ses propres mécanismes, pour développer des outils personnalisés, Et c'est l'un des actes les plus courageux et les plus intelligents qu'on puisse faire pour soi-même. Si tu es dans une situation difficile, si tu souffres, si tu te sens perdu, je t'encourage vraiment à chercher ce soutien. Pas parce que tu ne peux pas t'en sortir seul, mais parce que tu n'as pas à le faire seul. Et parce que tu mérites d'avoir quelqu'un dans ton coin. Je veux maintenant te parler d'un aspect de la psychologie des relations que je trouve fascinant et que j'appelle le paradoxe de la proximité. Voilà en quoi il consiste. Dans les nouvelles relations, les gens se montrent sous leur meilleur jour, ils font des efforts, ils sont attentifs, ils sont curieux, ils sont présents et cette présence crée une intimité rapide et intense qui peut sembler extraordinaire. Mais avec le temps, dans une relation établie, cette présence attentive a tendance à diminuer. Non pas parce que les sentiments ont disparu, mais parce que la familiarité crée une forme de relâchement. On suppose que l'autre sait qu'on l'aime. On suppose que les choses vont de soi et progressivement, on investit moins d'attention, moins de présence, moins d'attention dans la relation. Et voilà le paradoxe. Les personnes qui nous sont les plus proches, celles avec qui nous partageons notre vie quotidienne, reçoivent souvent moins de notre présence attentive que des inconnus ou des connaissances récentes. On est plus poli avec le caissier du supermarché qu'avec son partenaire de vie. On fait plus d'efforts pour impressionner un nouveau collègue qu'on en fait pour nourrir sa relation la plus importante. Ce paradoxe est l'une des causes les plus communes de la dégradation des relations à long terme. Et la solution est étonnamment simple, même si elle demande une intention consciente. La solution, c'est de réintroduire de la présence attentive dans ta relation quotidienne. C'est de regarder ton partenaire comme si tu le rencontrais pour la première fois. C'est de lui poser des questions comme si tu ne connaissais pas déjà ses réponses. C'est de remarquer les petites choses positives qu'il fait et de les lui dire. John Gottman, dont j'ai mentionné les travaux tout à l'heure, a montré dans ses recherches que les couples qui maintiennent un ratio de 5 interactions positives pour une interaction négative sont ceux qui ont le plus de chances de rester ensemble et d'être heureux. 5 pour 1. Ça semble beaucoup, mais quand on commence à y prêter attention, on réalise que les opportunités de petites interactions positives sont partout dans le quotidien. Un sourire, un merci sincère, une question posée avec vraie curiosité, un compliment authentique, un moment de contact physique intentionnel. Ces petites choses accumulées créent quelque chose de très puissant, elles créent un capital émotionnel. Et ce capital, c'est ce qui permet à un couple de traverser les moments difficiles sans se briser. Je veux te parler maintenant de quelque chose que j'appelle la reconquête de la séduction. Et je veux être très clair sur ce que j'entends par là. Je ne parle pas de technique de manipulation, je ne parle pas de jeu de pouvoir, je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus authentique. La séduction, dans son sens le plus noble, c'est l'art de se montrer vraiment. C'est la capacité de partager quelque chose de soi qui est authentique, intéressant, vivant. Et cette capacité ne diminue pas avec l'âge. Elle s'approfondit parce qu'elle est nourrie par l'expérience, par la connaissance de soi, par la complexité. Une femme de 50 ans qui sait qui elle est, qui parle avec conviction de ce qui la passionne, qui rit avec une vraie joie, qui exprime ses désaccords avec calme et clarté, qui est présente à l'autre avec une attention authentique, présente à l'autre avec une attention authentique. Cette femme est séduisante d'une façon que la jeunesse ne peut pas imiter.
Parce que la jeunesse peut avoir la beauté de la nouveauté, mais elle n'a pas encore la beauté de la profondeur. Et la profondeur, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. C'est quelque chose que tu as. Alors, ne te bats pas contre ton âge, utilise-le, utilise tout ce que tu as appris, tout ce que tu as traversé et tout ce que tu sais sur toi-même et sur les autres. C'est ta richesse. Et c'est une richesse que personne ne peut te prendre. Je veux aussi te parler de quelque chose de très concret qui est lié à la façon dont tu te présentes au monde. Non pas pour te dire ce que tu dois porter ou comment tu dois te coiffer, parce que ce n'est pas mon domaine et honnêtement, tu en sais beaucoup plus que moi là-dessus. Mais pour te parler de la façon dont tu te portes, de ta posture, de ton énergie, de la façon dont tu entres dans une pièce. La recherche en psychologie de la communication montre que la grande majorité de l'impression que nous faisons sur les autres est non verbale. C'est notre posture, notre façon de percer, notre regard, notre façon d'occuper l'espace. Et toutes ces choses sont directement influencées par notre état intérieur. Quand tu te sens bien dans ta peau, quand tu as confiance en toi, quand tu te perçois comme quelqu'un de valeur, ça se voit, ça se ressent, ça rayonne. Et inversement, quand tu es dans un état d'anxiété, de doute, d'effacement, ça se voit aussi et ça crée une impression très différente. Alors voici un exercice très simple que je t'invite à faire. La prochaine fois que tu dois entrer quelque part, que ce soit chez toi, dans un restaurant, dans une réunion, prends 2 secondes avant d'ouvrir la porte, respire, redresse ton dos, lève légèrement le menton et entre disant je suis quelqu'un qui mérite d'être là, ça peut sembler ridicule. Mais le fait de prendre cette posture physique envoie un signal à ton cerveau qui modifie ton état émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'embodiment, l'incarnation. Ton corps influence ton mental autant que ton mental influence ton corps. Je veux maintenant te parler d'un sujet que j'aborde toujours avec beaucoup de précaution, mais qui est incontournable dans cette conversation. Je veux te parler de la décision. De la décision de rester ou de partir, parce qu'à un moment donné, si les signes que j'ai décrits sont présents, si les conversations ont eu lieu, si les efforts ont été faits, cette question se posera. Et elle mérite d'être abordée avec lucidité et sans culpabilité. La décision de rester dans un couple difficile ou de le quitter n'est pas une décision morale. Ce n'est pas une question de courage ou de lâcheté. C'est une décision personnelle, profondément intime, qui doit être prise en fonction de ta propre vérité, de tes propres valeurs, de ce que tu veux vraiment pour ta vie. Rester peut être un acte de force si c'est un choix conscient, fondé sur un amour réel et sur une volonté mutuelle de travailler sur la relation. Partir peut être un acte de sagesse si tu réalises que la relation ne peut plus te permettre de te développer, d'être heureuse, d'être toi-même. Les deux peuvent être justes, les deux peuvent être faux. Tout dépend de ta situation spécifique et de ta propre vérité. Ce que je veux que tu évites à tout prix, c'est de prendre cette décision par défaut, de rester parce que tu as peur de partir parce que tu es dans un moment de colère. Les décisions prises par défaut, par peur ou par émotion intense sont rarement les bonnes décisions. Les bonnes décisions se prennent dans un état de relative clarté, après avoir examiné honnêtement la situation, après avoir consulté si nécessaire, après avoir écouté à la fois ta raison et ton cœur. Et quelle que soit la décision que tu prends, je veux que tu saches qu'il y a une vie après. Il y a une vie après une trahison, il y a une vie après une séparation, il y a une vie après la douleur. Et cette vie peut être extraordinaire, pas malgré ce que tu as traversé. Parfois grâce à ce que tu as traversé. Parce que les crises, quand on les traverse avec conscience et courage, ont le pouvoir de nous révéler à nous-mêmes d'une façon que les périodes faciles ne permettent pas.
Je veux te parler maintenant d'une femme que j'ai accompagnée en thérapie et dont je vais changer tous les détails pour protéger sa confidentialité, mais dont l'histoire est représentative de beaucoup de femmes que j'ai rencontrées. Elle avait 53 ans quand elle est venue me voir. Elle avait découvert que son mari avait une liaison depuis 2 ans. Elle était dévastée, bien sûr. Mais ce qui l'a dévastée le plus, ce n'était pas la trahison en elle-même, c'était le sentiment de ne plus se reconnaître. Elle me disait, j'ai passé 25 ans à construire une vie qui n'était pas vraiment la mienne, et maintenant que tout s'effondre, je ne sais même plus qui je suis. Nous avons travaillé ensemble pendant 1 an, et ce que j'ai observé au fil de ce travail, c'est une transformation remarquable. Non pas parce qu'elle a récupéré son mari, elle ne l'a pas fait, mais parce qu'elle s'est... Elle a recommencé à peindre quelque chose qu'elle avait abandonné 20 ans auparavant. Elle a repris contact avec des amis qu'elle avait négligés. Elle a commencé à voyager seule. Et à la fin de notre travail ensemble, elle me disait quelque chose qui m'a profondément touché. Elle disait « Je n'aurais jamais choisi de vivre ça, mais je suis reconnaissante pour ce que ça m'a donné, parce que je suis enfin en train de vivre ma propre vie. » Cette histoire n'est pas une promesse que tout finira bien de la façon dont tu l'espères, mais c'est une promesse que tu peux t'en sortir. Mais c'est une promesse que tu peux t'en sortir, que tu peux te retrouver, que tu peux construire quelque chose de beau, même sur les ruines de ce qui s'est effondré. Je veux maintenant revenir sur quelque chose de très pratique, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, de signes, de mécanismes, d'outils, de perspectives, et je veux m'assurer que tu repars de cette vidéo avec quelque chose de concret dans les mains. Voici ce que je veux que tu retiennes. Si tu as reconnu plusieurs des 5 signes que j'ai décrits, ne les ignore pas, ne te dis pas que tu exagères, prends-les au sérieux, examine-les. Parlant à lui, à une amie de confiance, à un professionnel, mais ne les laisse pas s'accumuler dans le silence. Commence à travailler sur toi-même indépendamment de lui. Réinvestis-toi dans ta propre vie. Retrouve tes passions, tes amis, tes projets, non pas pour lui montrer quelque chose, mais pour toi, parce que tu mérites une vie pleine, vivante, intéressante, indépendamment de ce que lui décide de faire. Apprends à communiquer différemment, passe du langage de l'accusation au langage du ressenti. Dis ce que tu vis, pas ce que tu crois qu'il fait, et choisis le bon moment pour ces conversations. Prends soin de toi, vraiment, pas comme une performance, comme un acte d'amour envers toi-même. Dors suffisamment, bouge ton corps, nourris-toi bien, passe du temps dans la nature. Ces choses semblent basiques, mais leur impact sur ta santé mentale et sur ta capacité à faire face est absolument réel. Et enfin, rappelle-toi chaque jour que ta valeur ne dépend pas de lui, elle ne dépend pas de ce qu'il pense de toi, de ce qu'il fait, de ce qu'il choisit. Ta valeur est intrinsèque. Elle est en toi, elle a toujours été en toi. Elle a toujours été en toi et elle y sera toujours. Je veux te parler maintenant d'une chose que j'appelle la beauté de la complexité féminine. Parce que dans notre culture, la complexité des femmes est souvent présentée comme un problème. On dit qu'elles sont compliquées, imprévisibles, difficiles à comprendre, et ces étiquettes sont utilisées pour les dévaluer, pour les faire douter d'elles-mêmes, pour les pousser à se simplifier, à se rendre plus faciles à gérer. Je veux retourner complètement cette perspective. La complexité émotionnelle des femmes n'est pas un défaut, c'est une richesse extraordinaire. C'est la capacité de vivre plusieurs dimensions d'une expérience simultanément. C'est la capacité de ressentir profondément, de comprendre les nuances, de maintenir des liens complexes, de naviguer dans la subtilité des relations humaines. Ce sont des compétences que le monde a désespérément besoin et qui sont dans notre culture dramatiquement sous-valorisées. Et je veux que tu commences à te voir sous cet angle. Non pas comme quelqu'un de trop compliqué, mais comme quelqu'un d'une richesse intérieure remarquable, et que tu portes cette richesse avec fierté, pas avec honte, parce que voilà ce que je sais après 30 ans de pratique clinique, les femmes qui ont le plus de présence, le plus d'attractivité, le plus d'impact dans leur vie et dans leurs relations, ne sont pas celles qui se sont simplifiées pour plaire. Ce sont celles qui ont embrassé leur complexité, qui l'ont
apprivoisées, qui en ont fait une force. Ce sont celles qui savent qui elles sont dans toute leur complexité et qui le portent avec une grâce et une assurance qui inspirent le respect et le désir. Je veux aussi te parler de la joie. Parce que dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sérieuses, importantes, parfois difficiles, et je ne veux pas te laisser avec seulement ça. Je veux te parler de la joie comme d'un acte de résistance et de puissance. Dans les moments difficiles, la joie peut sembler inaccessible, voire inappropriée. On peut avoir l'impression qu'on n'a pas le droit d'être joyeuse quand les choses vont mal, que c'est une forme de déni, de superficialité, mais je veux te dire que c'est exactement le contraire. La capacité à trouver de la joie, même dans les moments difficiles, à se permettre de rire, de jouer, de s'émerveiller, même quand la vie est compliquée, c'est l'une des formes les plus profondes de résilience. La joie n'est pas l'absence de douleur. La joie, c'est la capacité de coexister avec la douleur sans en être entièrement définie. Et cette capacité, tu peux la cultiver, tu peux la choisir. Pas en niant ce qui est difficile, mais en décidant que le difficile n'aura pas le dernier mot sur ta façon de vivre. Alors je veux que tu te donnes la permission d'être joyeuse, même maintenant, même dans cette situation, même avec toutes les incertitudes que tu portes, trouve quelque chose aujourd'hui, une petite chose qui te fait sourire, qui te fait ressentir quelque chose de léger, de beau, de vivant. Et laisse-toi l'habiter vraiment. Je veux maintenant te parler d'un dernier aspect, et c'est peut-être le plus important de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Je veux te parler de l'amour de soi, pas dans le sens superficiel, pas dans le sens de se regarder dans le miroir et de se dire qu'on est parfaite, mais dans le sens profond, dans le sens de se traiter soi-même avec la bienveillance et le respect qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aime vraiment. Beaucoup de femmes sont extraordinairement généreuses avec les autres et extraordinairement sévères avec elles-mêmes. Elles pardonnent facilement aux autres leurs erreurs et leurs faiblesses, mais elles se condamnent pour les leurs. Elles prennent soin des autres avec une attention et une douceur remarquables, mais elles se négligent elles-mêmes. Et cette asymétrie est à la source de beaucoup de souffrances. L'amour de soi, c'est commencer à s'appliquer à soi-même le même standard de bienveillance qu'on applique aux autres. C'est se parler avec douceur quand on fait une erreur. C'est se consoler quand on souffre. C'est se donner ce dont on a besoin sans se sentir obligé de le mériter d'abord. Et voilà quelque chose d'important sur l'amour de soi et les relations. Les recherches en psychologie montrent clairement que les personnes qui ont un niveau élevé d'estime de soi et d'amour de soi sont non seulement plus heureuses individuellement, mais elles ont aussi des relations plus saines et plus satisfaisantes parce qu'elles n'entrent pas dans une relation par peur d'être seules, elles entrent dans une relation par désir, quelque chose de beau avec quelqu'un. Et cette différence d'intention crée une dynamique relationnelle complètement différente. Une femme qui s'aime elle-même n'accepte pas d'être traitée avec mépris ou indifférence, pas parce qu'elle est arrogante ou difficile, mais parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Et cette connaissance de sa propre valeur est le fondement d'une relation saine. Alors, si tu ne retiens qu'une chose de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, que ce soit ça, travaille sur ton amour de toi-même, pas parce que ça va nécessairement sauver ton couple, mais parce que ça va te sauver, toi. Et une femme sauvée, une femme qui sait qui elle est et ce que vaut, est une femme qui peut tout affronter et qui peut construire une vie belle, quelle que soit la direction que prend son couple. Je suis Christophe André et je t'ai parlé aujourd'hui avec toute l'honnêteté et la bienveillance dont je suis capable. Parce que tu mérites la vérité, parce que tu mérites d'être traité comme l'être intelligent, complexe, précieux que tu es, parce que tu mérites des outils réels, pas des consolations vides. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si elle a résonné avec quelque chose de vrai dans ta vie, je t'invite à la partager avec une femme que tu connais et qui pourrait en avoir besoin. Parce que nous sommes toutes, à un moment ou à un autre, dans le besoin de nous entendre dire que nous sommes assez, que nous valons, que nous pouvons,
Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des contenus basés sur la psychologie clinique et les neurosciences, des contenus qui te parlent vraiment, qui ne te prennent pas pour une enfant et qui te donnent des outils pour vivre mieux. Je publie régulièrement et je promets que chaque vidéo sera aussi directe et aussi utile que celle-ci. Et avant de te laisser partir, je veux te dire une dernière chose. Tu regardes cette vidéo parce que tu cherches des réponses, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux agir. Et ça, le simple fait de chercher, de vouloir comprendre, de vouloir agir, c'est déjà de la force. C'est déjà le début de quelque chose. Ne l'oublie pas. Prends soin de toi. Vraiment, tu le mérites.